l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur la RTS2 pour ce nouveau numéro de Midi Actu. Voici le sommaire du jour. Le nombre des députés. Société pour démarrer, nous parlons tout de suite bien sûr de l'inauguration de l'autoroute Ila-Touba. Les populations touchées par les travaux se disent malgré tout satisfaites car pour elles, c'est une autoroute qui va bien sûr contribuer à rendre fluide le trafic et cerise sur le gâteau. Certains ont même trouvé le moyen de se faire un peu d'argent. Un reportage de Salusek. Inlassablement, depuis plus de 30 ans, le Vieba s'active dans ce verger avec ses enfants. Autrefois exposé à la divagation des animaux, ce champ familial est aujourd'hui protégé. Avec ce grillage-là, bon, je suis sécurisé. Au début, j'étais un peu sceptique. Mais à la longue, j'ai vu que c'est un apport. Et puis, moi, je suis bien d'accord qu'il y ait cette autoroute-là. Ayant perdu une partie de sa parcelle pour cause d'utilité publique, et loin d'être en colère, le Vieba salue la réalisation de l'infrastructure. Moi, je trouve que c'est vraiment un apport pour le pays et aussi pour nous qui allons à Thiès tous les soirs. Ça va aider à décongestionner la route. Le soir, quand on rentre là, il y a énormément de voitures qui viennent de Dakar et qui gênent un peu le chemin. Ila-Touba a permis de sortir plusieurs villages de l'anonymat. Tcharendiama, une bourgade nichée au cœur du Baol, est devenue aujourd'hui un passage obligé pour les Diourbellois qui empruntent l'autoroute Ila-Touba. Nous magnifions la construction de l'autoroute Ila-Touba. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de l'emprunter facilement, grâce à la gare de péage érigée au niveau de notre village. La réalisation de cette autoroute est plus que bénéfique pour les populations. Si certains ont participé à sa concrétisation, d'autres en ont profité pour exercer de petits commerces. Depuis le début des travaux, nous avons développé de petits commerces. Toutefois, nous, population de Réfane, nous sollicitons la réalisation d'une passerelle pour améliorer nos mouvements. Mais sincèrement, nous rendons grâce au bon Dieu. C'est une fierté pour nous de voir cette autoroute traverser notre village. Autre motif de satisfaction, le désenclavement des dizaines de villages grâce aux nombreuses bretelles réalisées. Circuler convenablement entre le Sénégal et le Mali, une rencontre à Dakar a réuni des douaniers des deux pays qui souhaitent harmoniser leurs forces afin de renforcer justement la sécurité au niveau des frontières, mais aussi permettre de faciliter la circulation des marchandises, des actions qui vont donc contribuer à redynamiser l'économie dans les deux pays. Oumou Kalsoum Sall. Deux administrations douanières aux défis communs. À Dakar, pour leur 10e rencontre bilatérale, il s'est agi entre autres points de la circulation des marchandises entre les deux pays et de la sécurité au niveau des frontières. Et quand on parle de sécurité et de terrorisme, c'est souvent véhiculé ou porté par des personnes. C'est peut-être également dans des marchandises. Il faudra nécessairement qu'on soit solidaire, qu'on échange des informations. Les mécanismes vraiment à mettre en place, c'est dans le cadre vraiment de la facilitation, faire de telle manière que vraiment le fret vraiment qui arrive là soit traité comme ça se doit chez vous et que vraiment ce soit escorté sur nos frontières et que là
nous procédions vraiment à de meilleures prises en charge nous permettant d'améliorer vraiment la recette douanière. Le Sénégal et le Mali attendent beaucoup de leurs administrations douanières pour une transformation structurelle de leur économie respective. La modernisation des pratiques administratives, un autre challenge pour une douane de proximité. Quand la personne vient avec sa marchandise, son véhicule à Kidira, il doit pouvoir dédouaner au bureau de douane de Kidira. S'il a envie d'aller à Matam, il va à Matam. S'il veut aller à Tamba, il va aller à Touba. Il n'a pas besoin de venir jusqu'à Dakar. C'est ça la douane de proximité. Et ça, nous allons le faire au niveau de tous les points d'entrée du pays. En réalité, les procédures en cours dans nos différentes administrations doivent désormais impérativement répondre au triptyque rapidité, sécurité et transparence. Au cours de cette rencontre de 3 jours, il a été aussi convenu de l'effectivité prochaine de l'interconnexion des systèmes informatiques des 2 pays. Les douanes maliennes et sénégalaises visent ainsi une coopération plus fructueuse à même de consolider l'intégration économique sous-régionale. Voilà donc, mesdames et messieurs, Midi Actu se poursuit et tout de suite, nous allons accueillir l'invité du jour. C'est juste après ceci. Voilà donc, aujourd'hui sur ce plateau, nous avons l'honneur d'accueillir une consoeur de la presse en ligne. Il s'agit bien sûr de la demoiselle Fana Cissé. Bonjour Fana et bienvenue. Bonjour Léna, c'est un plaisir d'être sur le plateau de Midi Actu. Voilà, exact. Donc Fana, vous êtes journaliste, reporter à Presse Afrique, c'est bien cela, presse en ligne? D'accord. Je suis journaliste à Presse Afrique, journaliste, je dirais stagiaire à Presse Afrique. Comment ça se passe ce travail? Ça va, alhamdulillah. Ça va, alhamdulillah. D'accord. Voilà, tout de suite, mesdames et messieurs, pour la rubrique éphéméride. Vous le savez, nous sommes le 24 décembre 2018 et vous avez certainement remarqué que les adjoints du Père Noël sont actuellement occupés à chercher les meilleurs cadeaux pour les enfants qui ont été sages toute l'année. Nous nous sommes justement rendus dans un magasin de la place pour vous faire revivre l'ambiance. Reportage. Un magasin qui refuse du monde, à l'image de la plupart des magasins de la capitale. Des parents occupés à choisir des cadeaux pour leurs enfants. Noël est bien là. Ça, c'est pour uniquement faire plaisir à ses enfants, n'est-ce pas? Un enfant qui a bien travaillé à l'école, qui a une bonne note, mérite un cadeau. Donc, pour moi, c'est seulement ça, quoi. Les cadeaux que l'on achète pour eux, c'est pour leur permettre de vivre ces moments que nous avons nous aussi à vivre avec nos parents. Pour beaucoup, faire plaisir à son enfant est important. Mieux encore, ils estiment qu'il faut joindre l'utile à l'agréable en offrant des cadeaux éducatifs. Pour faire des cadeaux, je vais conseiller aux parents de prendre des choses plutôt qui développeront l'intelligence de leurs enfants. Genre des jeux ludiques et puis des jeux de cartes d'intelligence et puis voilà. Ma petite fille là, je vais choisir une cuisinière, quoi. Une cuisine quoi. Voilà, pour elle, mon garçon, je choisis soit un téléphone portable, ou bien je ne sais pas, c'est ce qu'il y aura pour lui. Intéressant. Noël, une fête qui réjouit un grand nombre, une période durant laquelle les commerçants se frottent les mains, les parents participent à la magie de la fête pour le plus grand plaisir des enfants. Voilà, nous sommes bien sûr Noël et raison pour laquelle d'ailleurs je suis habillée en blanc et en rouge parce que justement je fais partie des adjoints du Père Noël. Vous avez suivi ce reportage, Fana. Est-ce que vous espérez avoir un cadeau? Est-ce que vous avez été sage toute l'année? Oui, j'ai été sage. Je pense que je vais avoir un cadeau aussi de la part du Père Noël. Donc, juste dire, Sana n'est pas forcément à l'aise parce que c'est plus la presse écrite. Même moi, je ne suis pas à l'aise pour la presse écrite, donc je comprends tout à fait. Mais vous avez vu avec moi ce reportage sur les jouets, le choix des jouets. Que pensez-vous que les parents doivent faire justement en choisissant les jouets de leurs enfants? Oui, je dirais que le choix des jouets est un peu important. Mais un petit conseil pour les mamans, c'est d'acheter des jouets qui vont participer à l'affinement et au perfectionnement des capacités sensorielles de l'enfant. Donc, plus choisir des jouets qui contribuent à l'éveil plutôt que des jouets juste pour jouer. D'accord, déjà comme les pistolets qui peuvent être un peu agressifs pour les enfants. Exact, ou alors les smartphones. Hein. Oui. Mais bon, on dit souvent que sur les smartphones aussi, on peut quand même télécharger des jeux aussi des jouets qui peuvent éveiller
le sens de l'enfant. D'accord. Donc, Fana, vous restez avec moi parce que tout de suite, nous allons passer à la chronique communication du jour. Au Sénégal, les agences de communication poussent comme des champignons et aujourd'hui même, des entreprises préfèrent justement recourir à ces agences de communication que de disposer de leur propre cellule de communication au sein des entreprises. Maktar Diédhiou est l'un de ces dirigeants de ces agences de communication. Il nous explique quel est son travail. L'agence de communication est composée d'un groupe de personnes de différentes spécialités. Il y a le manager qui est le stratège en fait en question. Il y a le département, on va dire, commercial. Il y a le département image, c'est-à-dire tout ce qui est image de marque. Il y a le département vidéo pour monter les vidéos et le traitement des images. Donc du coup, ces différentes personnes travaillent en groupe pour réussir à mettre sur un projet public, un programme d'activité. Ça, une entreprise ne peut pas le faire à titre personnel. Parce que dans une entreprise, il y a un département de la communication géré par un directeur de com et des assistants. Mais ils sont limités à ça. Ils n'ont pas une agence au sein d'une entreprise. Maintenant, l'entreprise va juste définir la vision de communication de son groupe ou de sa société. Et cette vision-là sera récupérée, traitée en agence de communication, en étroite collaboration avec le directeur de communication de l'entreprise en question. Ce qui fait que l'agence va s'approprier du produit à mettre sur le plateau ou à vendre, ou bien du programme à vendre, faire des séances de travail, créer une image de marque, des codes couleurs qui attirent l'attention, un ton de communication, pour pouvoir donner à cette entreprise-là le résultat ou la vision souhaitée, en termes d'appréciation, en termes d'appropriation, en termes de vente et de chiffre d'affaires. Donc, nous, communicants, agence de com, nous faisons ce travail de décor de ce programme de communication-là, d'habillement, bien habillé, bien décorer le programme, le projet de communication, pour pouvoir bien l'exposer. C'est ce qui fait que, on va dire que nous sommes indispensables dans le cadre d'accompagnement des entreprises, dans les divers positionnements socio-économiques et sociopolitiques, tout dépend, et socio-culturels en même temps. Et la communication qu'on propose est essentiellement issue des études de marché en fonction des différents secteurs culturels, économiques, religieuses, politiques et même internationales. Nous avons ces études-là et ces informations-là à notre disposition pour qu'à chaque fois qu'un programme de communication arrive, on pourra puiser pour adapter et faire la meilleure offre de communication avec un budget qui va avec. Donc c'est pourquoi les entreprises, quand ils sont sur un programme de communication sérieux, nous consultent, nous donnent un dossier et un cahier de charges et nous demandent de développer une ingénierie de communication pour bien porter le projet de communication qu'ils ont l'intention de mettre sur le plateau public. Voilà, donc à l'instant, c'était M. Maktar Diédhiou. Il dirige une agence de communication. Il nous expliquait justement le rôle d'une agence de communication à l'heure actuelle. Nous passons à la dernière partie de Midi Actu, l'article de la semaine. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure que l'invité de ce jour est notre concert de Presse Afrique. Il s'agit bien sûr de Fana Cissé, elle est journaliste, donc presse en ligne. Et justement, Fana, on parle aujourd'hui, on a choisi cette actualité qui a été massivement relayée par la presse sénégalaise en général. Il s'agit bien sûr du cas des sœurs siamoises Sophie et Adja qui ont été séparées par le professeur Gabriel Ngom, chirurgien à l'hôpital pour enfants Albert Royer. Vous avez été donc envoyé comme reporter sur place. Comment est-ce que ça s'est passé ce jour-là? Oui, bonjour chers téléspectateurs de la RTS1. En fait, je dirais que ça n'a été pas aussi difficile que ça. Vu qu'on est des journalistes reporters, on a l'habitude, tout le temps, on est sur le terrain. Le travail n'était pas aussi difficile que ça. D'accord. Et justement, donc on voit là, sur le moniteur, l'article que vous avez eu à écrire sur Presse Afrique concernant le cas de ces deux sœurs.
le choix de... Pourquoi est-ce que vous, donc au sein de votre rédaction, vous avez décidé d'écrire sur ce cas? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu plusieurs fois au Sénégal, même si on sait qu'on a noté en tout et pour tout 10 cas au Sénégal de sœurs siamoises. 2 sœurs ont été séparées, c'était en 2003. Donc en 2018, 2 autres sœurs qui ont été séparées. Est-ce que c'est ça qui explique ce choix, le fait que ce ne soit pas une actualité qu'on voit souvent? En fait, je dirais que le choix n'était pas spécifique, vu que c'était une invitation de la part de l'hôpital. On a juste répondu comme tout autre reporter. Et aussi, le sujet traité était intéressant. 2 jumelles qui sont nées le 2 novembre 2018 à l'hôpital de Pékin. 3 heures de temps après, elles ont été admises à l'hôpital Albert Royal. Elles ont fait aussi là-bas 48 jours. Elles pesaient à peu près plus de 5 kg. Donc, mais vous, en tant que reporter, parce que le fait d'écrire justement sur ce genre de sujet qui n'est pas quand même commun, qu'on ne voit pas tous les jours, qu'est-ce que ça vous a fait, vous, en tant que reporter? En fait, pour moi, ça a été une découverte parce qu'en 2003, on a dit qu'en 2003, on avait aussi, l'hôpital de Dantec avait réussi cette prouesse-là. Elle avait séparé deux siamoises, mais comme là, j'étais comment dirais-je, au SEM, je ne savais pas. Mais là, je l'ai vécu en tant que reporter. J'ai été là-bas et j'ai vu comment les médecins, c'est-à-dire le professeur Gabriel Ngom, en compagnie de Marie Ndoye, qui ont subi cette intervention. J'ai été quand même éblouie parce que c'était la première fois que je couvre ça aussi. D'habitude, je suis au desk sport, mais j'ai été parallèlement, comment dirais-je, envoyée au niveau de l'hôpital, mais ça a été aussi... C'était aussi intéressant. D'accord. Donc, si je comprends bien, donc vous faites surtout l'actualité sportive que vous traitez. Et cette fois-ci, c'était vraiment purement santé et vous êtes vraiment tombé dans le... vous avez touché dans le mille. Et donc, ça fait combien de temps que vous êtes journaliste? En fait, j'ai démarré en 2016. Après ma formation, licence 2, j'ai démarré en 2016 au niveau de Dakar Actu. Après, j'ai passé à Dakar 7 dans pas mal de sites internet. Et là, maintenant, je suis à Presse Afrique. Je vais faire bientôt presque 6 mois. Et justement, donc, 48 heures après la séparation des sœurs siamoises, on a appris la mauvaise nouvelle, puisque l'une des sœurs, donc il s'agit de Adja, est décédée. Mais bien avant l'opération même, je pense que le professeur Ngom avait souligné que cette sœur-là présentait un peu des anomalies cardiaques. Exactement. Ça a été détecté bien avant l'intervention chirurgicale, parce qu'il y a un cardiologue qui est au niveau de l'hôpital Albert Royal qui avait détecté ça avant même l'intervention chirurgicale. Mais le professeur Ngom avait rassuré sur l'état de santé de l'enfant, mais malheureusement, suite à une hémorragie, l'enfant a fini par rendre l'âme le samedi dernier. Donc c'est quand 3 même... jours après l'opération. L'opération, oui. Est-ce que vous pensez que si on avait eu plus de moyens techniques ou alors si on avait eu un personnel médical plus à même de gérer ce genre de situation? Parce qu'on sait que séparer des sœurs siamoises en Occident, c'est quelque chose de très courant qui se fait régulièrement. Mais qu'est-ce qui nous a manqué, nous? Ça devait arriver certainement. Parce qu'on a quand même détecté cette anomalie avant. En fait, je dirais que c'était le diagnostic de l'hôpital Pékin qui est venu un peu en retard. Parce que la mère, au niveau de l'hôpital, le professeur Ngom nous a dit au niveau de l'hôpital Pékin, on n'a pas les 2 échographies que la femme a eu à faire, on n'a pas vu qu'elle était enceinte des siamoises, mais plutôt un enfant. Elle était enceinte d'un bébé. Mais après la naissance, l'hôpital de Pékin a constaté que c'était des sœurs siamoises. L'hôpital Albert Royal a fait de son maximum pour sauver les 2 enfants, vu qu'ils étaient liés au niveau du cœur. Ils étaient liés au niveau du cœur et aussi au niveau du thorax. Ils ont réussi cette prouesse-là. Je dirais qu'ils ont fait le maximum. Peut-être c'est... Pas. Donc si ça devait encore arriver, vous avez quand même espoir que ce sera une opération quand même réussie? Vu que les 10 cas qui ont été constatés au niveau du Sénégal sont venus, ils ne sont pas venus avec la vie quand même. Mais le premier cas qu'on a vu en 2003, ils ont réussi et les enfants là sont là, ils sont en bonne santé, ils n'ont rien du tout. Et l'autre, l'enfant là, Sophie, qui est maintenant au niveau de l'hôpital,
le professeur Djibril Ngom nous a signifié qu'elle se porte à merveille aussi, et la maman aussi. Voilà. Donc, la petite Sophie à sa maman à qui nous souhaitons vraiment une longue et heureuse vie. Donc, c'est la fin de Midi Actu. En tout cas, Fana, merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous vous souhaitons également plein succès pour la suite. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Midi Actu. Nous revenons demain à partir de 12h. Et tout de suite, nous nous quittons avec la météo du jour.